En 370, quelque chose d'extraordinaire se produit dans les steppes d'Asie centrale. Des cavaliers venus de régions inconnues franchissent la Volga et déferlent vers l'ouest. Les Huns arrivent en Europe. Personne ne sait vraiment d'où ils viennent. Peut-être des confins de la Chine, peut-être des steppes de Mongolie. Ce qui est certain, c'est leur réputation. Des guerriers à cheval d'une férocité inimaginable, capables de tirer des flèches au galop, de disparaître dans la nature et de réapparaître là où on ne les attend pas. Les Alanes, un peuple nomade vivant au nord du Caucase, sont les premiers à subir le choc. Les Huns les écrasent dans quelques batailles. Certains Alanes se soumettent et rejoignent les hordes uniques. D'autres fuient vers l'ouest. Puis vient le tour des Ostrogoths, les Goths de l'Est, installés entre le Don et le Dniestre. Leur roi Hermanaric, un vieillard, tente de résister. Ses armées sont balayées. Selon la légende, désespéré par cette défaite, Hermanaric se suicide. Les Ostrogoths se divisent. Certains acceptent la domination unique, d'autres fuient vers l'ouest pour rejoindre leurs cousins wisigoths. Athanaric, chef des Wisigoths, décide de barrer la route aux Huns sur le Dniestre. Il rassemble ses guerriers et attend l'ennemi. Mais les Huns ne jouent pas selon les règles de la guerre conventionnelle. Une nuit, ils traversent le fleuve en secret et frappent les Wisigoths par derrière. Athanaric recule vers la rivière Prut. Nouvelle attaque nocturne, nouvelle défaite. Le chef wisigoth comprend qu'il ne peut vaincre ses démons montés. Il se retire avec quelques fidèles dans les montagnes des Carpates. La majorité des Wisigoths, menés par Fritigern et Alavivus, prennent une décision dramatique. Fuir vers le sud et demander asile à l'Empire romain. En 376, peut-être 100 000 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, se massent sur la rive nord du Danube. Derrière eux, les Huns continuent leur razzia. Devant eux, l'Empire romain représente la seule chance de survie. Fritigern envoie des émissaires à l'empereur Valens. Le message est simple, laissez-nous entrer ou nous mourrons tous. Valens se trouve à Antioche quand il apprend cette nouvelle. L'empereur a 50 ans en 376. C'est un homme d'origine modeste, fils d'un officier pannonien. Son frère Valentinien est devenu empereur en 364 et l'a nommé co-empereur pour gouverner l'Orient. Valens n'a jamais brillé par son génie militaire ou politique. Sa carrière est marquée par des demi-succès et des compromis peu glorieux. L'arrivée des Goths pose un dilemme. Refuser l'entrée à 100 000 personnes terrorisées reviendrait à les condamner à mort ou à l'esclavage. Mais les accueillir présente d'énormes défis logistiques. Comment nourrir cette masse humaine? Où les installer? Comment empêcher les épidémies? Valens consulte ses conseillers. Certains évoquent les risques. D'autres voient une opportunité. Ces Goths fourniraient des dizaines de milliers de recrues pour l'armée romaine. L'Empire est en guerre permanente contre les Perses. Des soldats supplémentaires sont toujours nécessaires. Valens accepte. En automne 376, les Wisigoths de Fritigern traversent le Danube sous supervision romaine. L'opération est chaotique. Les fonctionnaires romains chargés de gérer l'afflux, Lupicinus, gouverneur de Thrace, et son adjoint Maximus, sont corrompus. Au lieu d'organiser une installation ordonnée, ils voient dans ces réfugiés une source d'enrichissement personnel. La nourriture destinée aux Goths est détournée et revendue à prix d'or. Les rations officielles sont remplacées par de la viande de chien. Pire encore, Lupicinus et Maximus commencent à échanger de la nourriture contre des esclaves goths. Les familles affamées doivent choisir, mourir de faim ou vendre leurs propres enfants. Les chroniqueurs romains rapportent des scènes atroces, des parents en pleurs livrant leurs fils et filles pour obtenir quelques livres de viande avariée. Cette traite se fait à grande échelle. Des milliers d'enfants goths disparaissent dans les marchés aux esclaves des Balkans. Pendant ce temps, les Goths survivent dans des camps de fortune en Mésie, décimés par les maladies, les privations, l'humiliation. Au printemps 377, Lupicinus commet une erreur fatale. Il invite Fritigern et Alavivus à un banquet dans son palais de Marcianopolis. Son intention probable, les assassiner pour briser le leadership goth. Mais pendant le repas, une émeute éclate dehors entre Goths et miliciens romains. Fritigern exige de sortir pour calmer son peuple.
Inexplicablement, Lupicinus le laisse partir. Alavivus meurt peu après dans des circonstances obscures, peut-être assassiné. Fritigern, lui, retourne auprès des siens avec un message simple. Les Romains nous ont trahis. Nous devons nous battre pour survivre. Les camps goths explosent. Les guerriers s'arment avec ce qu'ils trouvent. Outils, bâtons, quelques armes dissimulées lors du passage du Danube. Ils attaquent les postes romains, massacrent les fonctionnaires qui les ont torturés, pillent les entrepôts. Lupicinus rassemble une force à la hâte et marche contre les rebelles près de Marcianopolis. Les Goths l'écrasent. C'est la première bataille, et Rome la perd. La révolte se propage comme un incendie. D'autres Goths, servant dans l'armée romaine en Thrace, désertent et rejoignent Fritigern. Des Ostrogoths, qui avaient réussi à traverser le Danube clandestinement, sortent de leur cachette. Des esclaves s'évadent des mines impériales et rallient les rebelles. Même des mineurs romains opprimés par les conditions de travail inhumaines font cause commune avec les Goths. En quelques semaines, Fritigern se retrouve à la tête d'une armée composite de peut-être 40 000 guerriers. 2 chefs goths au service de l'empereur, Suérides et Collias, décident de passer du côté de leurs frères. Avec leurs troupes, ils renforcent considérablement les forces de Fritigern. Les Goths se répandent dans toute la Thrace. Villages brûlés, fermes pillées, population terrorisée. Fritigern tente d'assiéger Andrinople, mais échoue. Les Goths n'ont ni machine de siège, ni expérience de ce type de combat. Le chef wisigoth prononce alors une phrase restée célèbre « Je garde la paix avec les murs ». Il abandonne les sièges et concentre ses forces sur le pillage de la campagne, bien plus rentable. En 377, les Romains tentent de reprendre l'initiative. Plusieurs généraux mènent des opérations contre les bandes gothiques. Les batailles d'Ad Salices et de Dibaltum se terminent sans vainqueur clair. Les Romains contiennent les Goths, mais ne peuvent les écraser. Pire, Fritigern s'allie avec Alateus et Saphrax, 2 chefs ostrogoths qui commandent une redoutable cavalerie lourde. Cette alliance transforme l'armée gothique. L'infanterie wisigothe solide se double d'une cavalerie mobile et puissante. L'hiver 377 à 378 voit une accalmie. Les 2 camps se préparent. Valent, toujours engagé contre les Perses en Orient, commence à transférer des troupes vers les Balkans. Gratien, empereur d'Occident et neveu de Valent, remporte des victoires spectaculaires contre les Alamans en Gaule. À 16 ans, ce jeune homme montre un talent militaire que son oncle n'a jamais possédé. Cette comparaison n'échappe à personne à Constantinople. Au début de 378, Valent fait venir d'Italie le général Sébastianus pour prendre le commandement de l'infanterie. Sébastianus a la réputation d'un officier compétent et innovant. Il arrive en Thrace et évalue la situation. Les Goths se déplacent en bandes séparées pour faciliter le pillage. Chaque groupe compte quelques centaines ou milliers de guerriers. Sébastianus propose une stratégie. Ne pas chercher la bataille décisive, mais frapper ces détachements isolés avec des troupes d'élite mobiles. Il sélectionne 2000 fantassins parmi les meilleures unités disponibles et se dirige vers Andrinople. Les habitants de la ville refusent d'abord d'ouvrir les portes, croyant à un piège goth. Sébastianus doit prouver son identité. Une fois entré, il apprend qu'une bande gothique campe près de la rivière Èbre. Le général marche toute la nuit, cache ses hommes derrière une colline et attend. À l'aube, les Goths dorment. Ils rentrent d'un raid et transportent un butin considérable. Sébastianus donne le signal. Les 2000 Romains déferlent sur le camp endormi. Le massacre est total. Les guerriers goths, surpris dans leur sommeil, n'ont pas le temps de s'armer. Ceux qui tentent de résister sont taillés en pièces. Sébastianus ne fait pratiquement aucun prisonnier. Il récupère un butin si important qu'Andrinople peut à peine le contenir. Cette victoire a 2 effets. D'abord, elle force Fritigern à rappeler toutes ses bandes dispersées et à concentrer son armée près de Kabyle pour éviter d'être battu en détail. Ensuite, elle enfle l'ego de Valent. Si Sébastianus avec 2000 hommes peut massacrer les Goths, que fera l'armée impériale au complet? L'empereur quitte Antioche fin mai 378 et arrive à Constantinople le 30. La population l'accueille froidement. Ces Goths que Valent a fait entrer ravagent les provinces depuis 2 ans. L'empereur doit laver cette humiliation. Valent apprend que Gratien a écrasé les Alamans et marche maintenant vers l'Orient avec des renforts. Le jeune empereur sera là dans quelques jours ou semaines.
Valan sent la jalousie le ronger. Si Gratien participe à la bataille finale, les historiens lui attribueront la victoire. Le vieux Valan ne sera qu'un figurant dans le triomphe de son neveu adolescent. Cette pensée est insupportable. Les conseillers de Valan le pressent d'attendre. Victor et Richomer, ses meilleurs généraux, expliquent que les forces combinées garantiraient une victoire écrasante. Valens hésite, mais son orgueil l'emporte. Les éclaireurs romains localisent l'armée de Fritigern à une quinzaine de kilomètres au nord-est d'Andrinople. Ils rapportent que les Goths ne seraient que 10 000 guerriers, peut-être moins. Ces estimations sont catastrophiquement fausses. L'armée gothique compte au moins 20 000 combattants, peut-être plus. Mais Valan veut croire ces chiffres rassurants. Le 8 août au soir, Fritigern envoie un dernier message de paix. Il propose que les Goths s'installent en Thrace avec le statut de fédérés, en échange de terres et de nourriture. C'est une tentative de négociation ou peut-être un stratagème pour gagner du temps. Valan rejette l'offre. Le 9 août au matin, l'empereur ordonne à son armée de se mettre en marche. Les soldats romains laissent leurs bagages, le trésor impérial et les enseignes sacrées des légions à Andrinople, gardées par une garnison. L'armée voyage léger. Valan dispose d'environ 40 000 hommes selon certaines estimations, peut-être seulement 30 000 selon d'autres. Les légions de vétérans ramenés d'Antioche forment le noyau. Infanterie lourde expérimentée, cavalerie, archers. Sur le papier, c'est une force formidable. La journée du 9 août est torride. Le soleil d'été balkanique tape sans merci. Les légionnaires marchent en armure complète, cotte de mailles, casque, bouclier, armes. Ils n'ont pas mangé correctement depuis le matin. Les sources d'eau le long de la route sont rares. Les hommes souffrent de la soif. Certains commencent à montrer des signes d'épuisement thermique, mais Valan pousse la colonne à avancer rapidement. Il veut atteindre les Goths avant la nuit. Vers 14 heures, l'armée romaine aperçoit le camp goth. Fritigern a disposé ses chariots en cercle. Le lager, une technique défensive que les Goths maîtrisent. Derrière cette barricade improvisée se trouvent les femmes, les enfants, les provisions. Devant les chariots se massent les guerriers goths, plusieurs milliers d'hommes armés de longues épées, de lances, de haches. Les Romains réalisent immédiatement que les estimations étaient de fausses. Il n'y a pas 10 000 Goths ici, mais bien plus. Valan convoque un conseil de guerre improvisé. Victor et Richomer répètent leurs arguments. Les troupes sont épuisées, assoiffées, affamées. Gratien n'est plus qu'à quelques jours. Attendre serait sage. Sébastianus, grisé par sa récente victoire, pousse à l'attaque immédiate. L'effet de surprise compenserait les désavantages. Valan ne tranche pas. Il décide d'essayer de négocier, sans doute pour gagner du temps et permettre à ses troupes de se reposer un peu. Fritigern observe les Romains se déployer dans la plaine. Le chef goth a un problème majeur. Sa cavalerie lourde, commandée par Alateus et Saphrax, est partie fourrager dans les environs. Ces milliers de cavaliers ostrogoths représentent son arme la plus dangereuse. Sans eux, son infanterie devra affronter seule les légions romaines. Fritigern a besoin de temps pour permettre à sa cavalerie de revenir. Il envoie un prêtre arien vers les lignes romaines avec un message de paix. Les Goths veulent négocier. Ils demandent des terres en Thrace, le statut de fédéré, de la nourriture. En échange, ils serviront dans l'armée romaine. C'est une feinte évidente. Fritigern ne cherche pas vraiment la paix à ce moment, il joue la montre. Pendant les pourparlers, les Goths allument des feux tout autour de leur camp. La fumée épaisse dérive vers les lignes romaines. Les flammes ajoutent leur chaleur insupportable à celle du soleil. Les légionnaires, déjà épuisés et assoiffés, suffoquent dans cette fournaise. Certains s'effondrent. Les rangs commencent à se disloquer. Les officiers maintiennent difficilement l'ordre. Les négociations s'éternisent. Fritigern envoie message après message. Il demande à parlementer personnellement avec Valan. Il pose des conditions, revient sur ses propositions, demande des clarifications. L'empereur, piégé par sa propre tentative de diplomatie, ne peut ordonner l'attaque sans paraître déloyal. Les minutes passent, les heures s'écoulent. La cavalerie d'Alateus et Saphrax se rapproche du champ de bataille. Les éclaireurs romains ne la détectent pas. L'armée romaine s'est déployée en formation classique, infanterie lourde au centre, cavalerie sur les ailes. Valan se tient en arrière avec sa garde personnelle, les Lanciari Seniores, unité d'élite réputée invincible.
Sur l'aile droite, les tribuns Cassio et Bacurius commandent les troupes auxiliaires. Ces officiers perdent patience. Voir l'ennemi à portée sans pouvoir attaquer devient insupportable. Leurs soldats aussi manifestent leur frustration. L'attente sous le soleil brûlant, la soif qui torture, la fumée qui asphyxie, tout cela érode le moral et la discipline. Personne ne saura jamais qui a pris la décision. Peut-être Cassio et Bacurius ont-ils vu une opportunité d'attaquer pendant que les Goths négociaient. Peut-être leurs troupes, exaspérées, ont-elles chargé sans ordre. Toujours est-il que soudain, les auxiliaires de l'aile droite romaine se mettent en mouvement. Ils courent vers le camp goth en hurlant, sans coordination avec le reste de l'armée, sans ordre de Valan, sans plan. Les Goths, surpris par cette attaque alors que les négociations se poursuivent, réagissent instantanément. Fritigern abandonne toute prétention diplomatique. Il hurle ses ordres. Les guerriers goths sortent en masse de derrière les chariots et se précipitent contre les auxiliaires romains. Ces derniers, isolés du reste de l'armée, sont rapidement submergés. Les Goths, se battant pour protéger leurs familles juste derrière eux, combattent avec une férocité désespérée. Les auxiliaires romains sont repoussés, massacrés, mis en déroute. Ils fuient vers leurs lignes, créant le chaos. La cavalerie romaine du flanc gauche, commandée par des officiers qui ne comprennent pas ce qui se passe, décide de soutenir l'attaque. Elle charge vers le camp goth, tentant de contourner les défenses ennemies. Mais les auxiliaires en fuite courent droit devant, bousculant tout sur leur passage. La cavalerie se retrouve gênée par les fuyards. Sa charge perd de son élan. L'infanterie lourde au centre n'a toujours pas bougé. Valan n'a donné aucun ordre clair. La bataille a commencé par erreur, sans plan, sans coordination. C'est à ce moment précis que le cauchemar devient réalité. Sur le flanc droit du champ de bataille, un nuage de poussière apparaît. Un grondement sourd monte, comme un tremblement de terre. La cavalerie d'Alateus et Saphrax arrive au grand galop. Des milliers de cavaliers lourdement armés, montés sur de puissants chevaux, déferlent sur la plaine. Les éclaireurs romains ne les avaient pas détectés. Personne n'attendait leur arrivée. Personne n'est prêt. Les cavaliers ostrogoths frappent la cavalerie romaine du flanc gauche avec une violence terrifiante. Le choc est littéralement dévastateur. Les chevaux romains, plus légers, sont renversés. Les cavaliers sont désarçonnés, tombent, sont piétinés par les montures qui suivent. En quelques minutes, la formation de cavalerie romaine se disloque complètement. Les survivants fuient vers l'arrière, semant la panique dans l'infanterie. La cavalerie romaine du flanc gauche cesse d'exister en tant qu'unité de combat. Valan comprend enfin l'ampleur de la catastrophe. Son armée, déjà épuisée et désorganisée, se trouve maintenant attaquée de front par l'infanterie gothique et sur le flanc par une masse de cavalerie lourde. L'empereur ordonne à son infanterie lourde d'avancer pour stabiliser la situation. Les Lanciari Seniores, les Mattiari, les légions de vétérans d'Orient se mettent en marche. Ces soldats sont les meilleurs de l'armée romaine. Ils ont survécu à des décennies de campagne. Ils ne reculeront pas. L'infanterie romaine percute l'infanterie gothique dans un fracas de métal. Les premiers rangs des deux armées s'affrontent au corps à corps. Les légionnaires frappent avec leurs spatas, les longues épées qui ont remplacé les anciens glaives. Les Goths manient leurs propres épées, leurs lances, leurs haches de guerre. Les boucliers se heurtent, les lames trouvent leur cible. Les hommes tombent, les blessés hurlent, le sang se répand sur le sol poussiéreux. La bataille devient un gigantesque corps à corps sans finesse, sans art, juste de la violence brute. Mais les Romains ne peuvent manœuvrer. La cavalerie d'Alateus et Saphrax les contournent maintenant par la gauche. Ces milliers de cavaliers frappent l'arrière et les flancs des légions. Les soldats romains se retrouvent pris dans un étau mortel, attaqués de front, de flanc et de derrière. La formation disciplinée des légions se fragmente. Les unités perdent contact les unes avec les autres. Chaque groupe de légionnaires se bat maintenant isolément, encerclé d'ennemis. La cavalerie romaine du flanc droit tente une contre-attaque désespérée. Ces cavaliers chargent les Goths, essayant de dégager leurs camarades d'infanterie. Ils se battent avec un courage insensé, sachant que la bataille est perdue. Les Goths les submergent par le nombre. Des guerriers goths sortent du camp, renforcent les lignes. La cavalerie romaine est anéantie. Plus aucune troupe montée romaine ne reste sur le champ de bataille.
L'infanterie gothique redouble d'intensité. Ces hommes ont tout perdu, leurs terres, leurs proches vendus en esclavage, leur dignité. Pendant 2 ans, ils ont subi l'oppression romaine. Cette rage accumulée explose maintenant. Ils frappent sans relâche, enfoncent leurs lames dans les corps des légionnaires, fracassent les crânes avec leurs masses. Les Romains résistent, mais l'issue ne fait plus de doute. Encerclés, épuisés, déshydratés, sans cavalerie, ils sont condamnés. La chaleur transforme le champ de bataille en four. Les soldats romains, enfermés dans leurs armures de mailles, suffoquent. Beaucoup s'effondrent d'épuisement avant même d'être frappés. L'espace devient si compact que les hommes ne peuvent plus lever leurs armes. Les corps des morts et des blessés s'entassent, créant des monticules que les combattants doivent escalader pour continuer à se battre. Les blessés, incapables de se relever sous le poids de leur équipement, sont écrasés par les combattants qui piétinent les cadavres. Les généraux romains tombent un par un. Sébastianus meurt l'épée à la main, fidèle jusqu'au bout. Le général Trajan, commandant de l'infanterie lourde, est tué dans la mêlée. 35 tribuns, les officiers commandant les régiments, périssent avec leurs hommes. Les lanciari seniors, la garde d'élite impériale, forment un carré désespéré autour de leurs enseignes. Ils refusent de céder un pouce de terrain. Les Goths les massacrent jusqu'aux derniers légionnaires. Aucun ne se rend, aucun ne fuit. Ils meurent debout, fidèles à leur serment. Au milieu de ce chaos sanglant, Valent cherche à comprendre ce qui se passe. Son armée se fait massacrer sous ses yeux. Les 2/3 de ses soldats sont morts ou vont mourir dans les prochaines minutes. Il n'y a plus d'ordre, plus de commandement, plus d'espoir. L'empereur tente de rallier ses troupes, mais personne ne l'entend dans le vacarme assourdissant du combat. Les Goths avancent de tous côtés, tuent tout ce qui porte une armure romaine. Une flèche frappe Valent. Les témoignages divergent sur ce qui suit. Selon Ammien Marcellin, l'historien romain contemporain, il existe 2 versions de la mort de l'empereur. Dans la première, Valent meurt sur le champ de bataille, tué par une flèche alors qu'il combat aux côtés de sa garde. L'empereur tombe au milieu des cadavres qui jonchent la plaine. Son corps disparaît dans la masse des morts. Personne ne peut l'identifier par la suite. Dans la seconde version, plus terrible encore, Valent est blessé, mais vivant. Ses derniers fidèles, voyant que tout est perdu, tentent de sauver l'empereur. Ils le portent hors du carnage et le transportent vers une ferme ou une cabane isolée dans les environs. Là, ils cachent Valent blessé avec quelques gardes. Les Goths, poursuivant les fuyards romains, découvrent le bâtiment. Ils voient des soldats à l'intérieur. Ils ne savent pas que l'empereur de Rome se trouve là. Ils veulent simplement éliminer ses derniers ennemis. Les Goths mettent le feu à la cabane. Les flammes dévorent rapidement la structure de bois et de chaume. L'incendie se propage avec une vitesse terrifiante. Valent et ses derniers compagnons tentent de sortir, mais les Goths gardent les issues. L'empereur romain meurt brûlé vif, asphyxié par la fumée, consumé par les flammes. Son corps est réduit en cendres. Jamais personne ne pourra l'identifier. Le souverain de la moitié de l'Empire romain disparaît sans sépulture, sans qu'on puisse même récupérer son cadavre pour des funérailles dignes. La nuit tombe sur Andrinople. Les Goths cessent le massacre, épuisés par des heures de combat acharnés. Ils retournent vers leur camp, chargés du butin, pris sur les morts. Derrière eux, la plaine est couverte de cadavres. 20 000 légionnaires romains gisent dans la poussière. Peut-être 30 000 selon certaines sources. Des corps à perte de vue. Une génération entière de soldats romains d'Orient a été anéantie en un après-midi. Les survivants romains fuient dans l'obscurité. Quelques milliers de soldats échappent au désastre. Les généraux Victor et Richomère, miraculeusement vivants, rassemblent ces débris d'armée et se replient vers Constantinople. Ils portent la nouvelle catastrophique. L'empereur est mort, l'armée détruite, les Goths, maîtres des Balkans. La plus grande défaite militaire romaine depuis Cannes, 4 siècles plus tôt. Fritigerne ne célèbre pas longtemps. Il sait que malgré cette victoire éclatante, sa situation reste précaire. Les Goths n'ont nulle part où aller. Ils sont coincés dans l'Empire romain, entourés d'ennemis potentiels. Le chef wisigoth ordonne une marche sur Andrinople. La ville contient le trésor impérial laissé par Valent, les bagages de l'armée romaine, des provisions considérables. C'est un butin colossal.
Mais Andrinople résiste. Les murs de la cité sont solides. La garnison, renforcée par les troupes qui gardèrent le trésor, refuse d'ouvrir les portes. Les Goths lancent plusieurs assauts. Ils tentent d'escalader les murailles. Les défenseurs les repoussent avec des pierres, des flèches, des projectiles lancés par des machines de guerre. Les Goths subissent des pertes importantes sans faire de progrès. Fritigern comprend que ces guerriers, excellents en bataille ouverte, ne savent pas mener un siège. Ils n'ont ni machine de guerre, ni la patience nécessaire pour un long blocus. Après quelques jours d'efforts infructueux, le chef wisigoth abandonne. Il se rappelle sa propre maxime « Je garde la paix avec les murs ». Les Goths se répandent alors dans toute la Thrace. Villages incendiés, fermes dévastées, populations massacrées ou réduites en esclavage. Les provinces orientales de l'Empire sombrent dans l'anarchie. Les garnisons romaines locales, terrorisées par le sort de l'armée impériale, s'enferment dans les villes fortifiées et ne sortent plus. La campagne appartient entièrement aux Goths. Ils pillent sans opposition, prennent tout ce qui a de la valeur, brûlent ce qu'ils ne peuvent emporter. Les Goths tentent même de marcher sur Constantinople. Ils atteignent les abords de la capitale. Mais les murailles de Constantinople sont les plus puissantes du monde romain. Les Goths les observent et comprennent qu'ils ne peuvent rien contre de telles défenses. Fritigern ordonne la retraite. Constantinople est sauvée, mais l'humiliation est immense. Pour la première fois depuis des siècles, une armée barbare menace directement la capitale de l'Empire d'Orient. Gratien apprend le désastre alors qu'il marche vers l'Orient. Son oncle est mort, l'armée d'Orient anéantie. Le jeune empereur réalise qu'il ne peut vaincre les Goths seul avec ses troupes occidentales. Il lui faut un commandant capable de restaurer l'ordre dans les Balkans. Gratien fait un choix audacieux. Il nomme Théodose, un général hispanique de 33 ans, comme nouvel empereur d'Orient en janvier 379. Théodose Ier hérite d'une situation catastrophique. Son empire est ravagé, son armée détruite, ses provinces occupées par des barbares victorieux. Les régiments d'élite anéantis à Andrinople ne peuvent être reconstitués. La Notitia Dignitatum, un document administratif du 5e siècle listant les unités militaires, montre que sur les 20 régiments présents à Andrinople, 14 d'infanterie et 2 de cavalerie disparurent purement et simplement. Ces troupes ne furent jamais reformées. Théodose comprend qu'il ne peut reconstituer cette armée perdue. Les pertes sont irremplaçables. Il adopte une stratégie radicalement différente. Plutôt que de combattre les Goths jusqu'à l'extermination, il négocie. Pendant 4 ans, Théodose mène une guerre d'usure. Il harcèle les bandes gothiques, leur refuse les batailles rangées, coupe leurs routes de ravitaillement. Il recrute des auxiliaires uniques pour combattre les Goths avec leurs propres tactiques. Progressivement, il affaiblit l'ennemi sans risquer de grandes batailles. En 382, Théodose signe un traité historique avec les Goths. Fritigern est mort l'année précédente, peut-être de maladie. Son successeur Athanaric négocie avec l'empereur. Les termes sont révolutionnaires. Les Goths reçoivent des terres en Thrace et en Mésie, l'autonomie politique, le droit de vivre selon leurs propres lois, sous leur propre chef. En échange, ils fournissent des contingents de guerriers pour l'armée romaine. Ce traité crée un précédent dangereux. Pour la première fois, Rome accepte qu'un peuple barbare entier s'installe sur son territoire en conservant son identité tribale. Ce système fonctionne tant que Théodose vit. L'empereur, par sa poigne de fer et ses talents diplomatiques, maintient les Goths sous contrôle. Mais en 395, Théodose meurt. L'empire se divise entre ses 2 fils, Arcadius en Orient, Honorius en Occident. Ni l'un ni l'autre ne possèdent l'autorité de leur père. Les Goths comprennent que plus rien ne les retient. Andrinople révèle les faiblesses mortelles de l'armée romaine tardive. L'infanterie lourde, colonne vertébrale des légions pendant des siècles, a été massacrée par la cavalerie gothique. La tactique romaine traditionnelle, formation d'infanterie disciplinée, ne fonctionne plus contre des ennemis mobiles utilisant massivement la cavalerie. L'armée romaine du IVe siècle diffère déjà considérablement de celle des siècles glorieux. Les légionnaires ne portent plus l'armure segmentée iconique. Ils se contentent de cottes de mailles, moins protectrices et plus économiques. Les boucliers rectangulaires ont cédé la place à des modèles ronds ou ovales. Le glaive court a été abandonné pour l'épée longue. Après Andrinople, la transformation s'accélère drastiquement.
la cavalerie devient l'arme principale. Rome recrute massivement des cavaliers barbares, Huns, Sarmates, Perses, Alains. Ces mercenaires combattent avec leurs propres techniques, leurs propres équipements. Ils forment des unités de cavalerie lourde cuirassée qui préfigurent les futurs chevaliers médiévaux. L'infanterie lourde romaine, symbole de la puissance de Rome pendant 8 siècles, entame son déclin terminal. Le recrutement change également. Les Romains ne fournissent plus assez de soldats. Les guerres civiles, les épidémies, la dénatalité ont vidé les campagnes. Rome se tourne massivement vers les barbares. Des tribus entières sont installées sur le territoire impérial, avec l'obligation de fournir des guerriers. Ces fédérés conservent leur structure tribale, leurs chefs, leurs coutumes. Ils combattent pour Rome, mais ne sont pas romains. Cette barbarisation crée des tensions insolubles. Les généraux les plus puissants sont souvent d'origine barbare. Stylicon, qui dominera l'Occident au début du 5e siècle, est fils d'un officier vandale. Alaric, qui pillera Rome en 410, a servi dans l'armée romaine. Ces hommes doivent-ils leur loyauté à Rome ou à leur peuple? Cette question restera sans réponse. Le traité de 382 fonctionne pendant 13 ans. Mais à la mort de Théodose en 395, tout s'effondre. Alaric, devenu chef des Wisigoths, rompt l'accord. Il quitte les provinces danubiennes et marche vers l'ouest avec son armée. En 401, il envahit l'Italie. L'Empire d'Occident, déjà affaibli par de multiples invasions sur le Rhin, ne peut l'arrêter. En 410, Alaric met Rome à sac. Le choc psychologique est immense. Rome n'avait pas été prise depuis 8 siècles, depuis l'invasion gauloise de 390 avant Jésus-Christ. La ville éternelle, symbole de la puissance impériale, tombe aux mains des barbares. Si Rome peut être pillée, alors rien n'est sacré, rien n'est permanent. Saint Jérôme, écrivant depuis la Palestine, résume l'horreur. La voix qui a conquis le monde entier est réduite au silence. Le lyme danubien n'existe plus après Andrinople. Les Pertes ont laissé cette région sans défense adéquate. Les Balkans deviennent une porte ouverte pour tous les peuples barbares souhaitant entrer dans l'Empire. Huns, Vandales, Alains, Burgondes traversent le Danube sans rencontrer de résistance sérieuse. L'Empire perd le contrôle de ses frontières. La capacité de Rome à mobiliser de grandes armées disparaît. L'Empire ne peut plus rassembler les dizaines de milliers de soldats disciplinés qui faisaient la force. Les armées impériales du 5e siècle comptent quelques milliers d'hommes, tout au plus. Elles ne peuvent mener que des opérations limitées. Les grandes campagnes de conquête deviennent impossibles. Les ressources financières s'effondrent. Les provinces ravagées cessent de payer des impôts. Les Balkans, l'Espagne, la Gaule sombrent dans l'anarchie. Le gouvernement impérial ne contrôle plus que l'Italie, l'Afrique du Nord et quelques autres régions. Sans revenus, impossible de payer les armées. Sans armée, impossible de reconquérir les provinces perdues. L'Empire entre dans un cercle vicieux mortel. Andrinople marque bien plus qu'une défaite militaire. C'est le moment où l'illusion de l'invincibilité romaine se brise. Pendant des siècles, Rome a perdu des batailles, subi des revers, mais jamais la légitimité fondamentale de l'Empire n'avait été remise en question. Les barbares réalisent qu'ils peuvent battre Rome. Pire, ils peuvent tuer l'empereur lui-même. Valens n'est pas le premier empereur mort au combat. Dèce a été tué par les Goths en 251, mais sa mort dans des circonstances aussi humiliantes crée un traumatisme durable. La bataille démontre l'échec du système politique romain. Valens a déclenché le désastre par orgueil, par jalousie envers son neveu, par refus d'écouter ses conseillers. Un système politique sain aurait empêché ce dysfonctionnement. Mais l'Empire tardif repose entièrement sur l'empereur. S'il est incompétent, tout s'effondre. Sur le plan culturel, Andrinople accélère la transformation du monde romain. Les Goths installés dans l'Empire apportent leurs coutumes, leur langue, leurs droits. Le latin recule dans les Balkans. Les villes se vident. L'administration centralisée laisse place à des structures tribales locales. Le monde qui émerge ne sera plus vraiment romain. 70 ans après Andrinople, l'Empire romain d'Occident cesse d'exister. En 476, le dernier empereur occidental, Romulus Augustule, est déposé par le chef barbare Odoacre. On ne peut attribuer la chute de Rome à une seule bataille. Des processus économiques, sociaux,
politiques s'étendent sur des siècles. Mais Andrinople accélère le déclin. La bataille de 378 ouvre une période de chaos dont Rome ne se remettra jamais. Les Goths ne disparaissent pas. Les Wisigoths fondent un royaume en Espagne qui dure jusqu'à la conquête musulmane de 711. Les Ostrogoths établissent un royaume en Italie au VIe siècle. Ces royaumes barbares reprennent certains éléments romains, administration, droit, culture, mais ils ne sont pas romains. Ils sont quelque chose de nouveau, né de la fusion du monde classique et des traditions germaniques. L'Empire d'Orient survit. Constantinople résiste à toutes les attaques. Byzance perdurera jusqu'en 1453, plus de 1000 ans après Andrinople. Mais cet empire oriental diffère radicalement de la Rome classique. Il est grec, chrétien orthodoxe, tourné vers l'Orient. Les Byzantins se considèrent comme héritiers de Rome, mais leur monde a peu en commun avec celui d'Auguste. La mémoire d'Andrinople hante les chroniqueurs. Les historiens chrétiens y voient un châtiment divin pour l'arianisme de Valan. 2. Ammien Marcellin, qui a raconté la bataille, en fait le point culminant de son œuvre. Il n'y a rien à ajouter après un tel désastre. Il décrit les corps amoncelés, les corbeaux qui se nourrissent des cadavres, les ossements qui blanchissent pendant des années. La bataille entre dans la mythologie militaire. Les académies étudient Andrinople comme exemple de désastre causé par le mauvais commandement. L'importance de la reconnaissance. Valan ne savait pas que la cavalerie gothique était absente. L'importance de la logistique. Les soldats romains étaient épuisés, assoiffés, affamés. L'importance du commandement. Valence a laissé la bataille commencer sans ordre clair. Des années après, les plaines autour d'Andrinople restent jonchées d'ossements. Les paysans trouvent des crânes, des fragments d'armure, des pointes de lance. Les corbeaux et les chiens sauvages ont dévoré la chair. Personne n'a enterré les 20 000 cadavres. Ils sont restés là, pourrissant sous le soleil, jusqu'à ce que la nature les réduise en poussière. Valan n'a jamais eu de tombe. Son corps, s'il a brûlé dans la cabane, s'est volatilisé. Aucun monument ne marque l'endroit où l'empereur de Rome a trouvé la mort. C'est une fin indigne pour un souverain régnant sur des millions de sujets. La mort de Valan symbolise l'effondrement du prestige impérial. Les Goths qui ont gagné ne célèbrent pas longtemps. Fritigern meurt quelques années plus tard. Les Goths continuent leurs errances, chassés d'une région à l'autre, cherchant des terres où s'installer en paix. Ils ne trouveront cette paix qu'en Espagne, après des décennies de guerre. Le prix de leur victoire sera payé en sang pendant une génération. L'Empire survit encore un siècle en Occident. Chaque année apporte de nouveaux désastres. Le sac de Rome en 410. La perte de l'Afrique du Nord. Les invasions d'Attila. Les provinces qui se séparent pour former des royaumes barbares. En 476, quand le dernier empereur occidental disparaît, personne ne s'étonne. L'Empire est mort depuis longtemps. Le 9 août 378, dans une plaine poussiéreuse de Thrace, sous un soleil brûlant, l'histoire du monde a basculé. Une armée romaine a été anéantie. Un empereur est mort brûlé vif. 20 000 légionnaires ont péri. Ce jour-là, l'Antiquité classique a commencé à mourir. Le monde médiéval est né sur le champ de bataille d'Andrinople, parmi les cadavres des dernières légions de Rome. Plus jamais l'Europe ne connaîtra la Pax Romana. Un âge nouveau commence, plus sombre, plus violent, où les royaumes barbares remplaceront l'Empire universel. Andrinople n'est pas seulement une bataille perdue, c'est le jour où Rome a découvert sa propre mortalité.